Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un moyen pour les pays d'empêcher la prolifération des armes nucléaires et de promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. La chef de l'organisme de surveillance nucléaire de l'Organisation des Nations Unies dirige une réunion d'urgence après les frappes américaines de dimanche sur des sites nucléaires iraniens. À présent, le gouvernement iranien affirme qu'il rédige une loi pour retirer le pays du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, alors que le conflit continue de s'intensifier. Que fera l'Iran? Vont-ils suivre la voie empruntée par la Corée du Nord et commencer à utiliser des armes nucléaires pour attaquer leurs ennemis? C'est quelque chose que seul l'Iran saura. L'Iran envisage de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ou traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. À ce jour, le seul autre pays à l'avoir fait est la Corée du Nord. En 2003, la Corée du Nord a quitté le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et seulement 3 ans plus tard, en 2006, le pays a effectué son premier essai d'armes nucléaires. L'Iran veut ce que la Corée du Nord possède déjà. Kim Jong-un utilise ses armes pour répandre la peur à travers l'Asie de l'Est et dans le reste du monde. Cela empêche son régime autoritaire d'être attaqué. Et c'est le code de triche de Kim pour obtenir de l'influence et du pouvoir. L'Iran est un État paria, tout comme la Corée du Nord, et il a des objectifs similaires de puissance et de protection du régime. Et ces dernières années, ils ont essayé de copier la stratégie nord-coréenne. En fait, des rapports récents ont laissé entendre que Kim Jong-un pourrait en réalité aider l'Iran maintenant, après les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes. Mais beaucoup d'autres pays ne l'acceptent pas. Ils veulent stopper la prolifération nucléaire, surtout dans le cas de l'Iran. Pour comprendre tout cela, regardons d'abord un peu l'histoire nucléaire. Les États-Unis ont évidemment été les premiers à fabriquer des armes nucléaires. C'est aussi le seul pays à les avoir utilisées jusqu'à présent, à savoir à Hiroshima et Nagasaki en 1945. 4 ans plus tard, en 1949, l'Union soviétique a réalisé son premier essai nucléaire, choquant le monde et déclenchant la guerre froide. Le Royaume-Uni et la France ont suivi en 1952 et 1960, respectivement, avec leurs propres essais nucléaires. En 1964, la Chine a effectué son premier essai nucléaire pour devenir une 3e puissance aux côtés des soviétiques et de l'Occident. À cette époque, les grandes puissances voulaient déposséder des armes nucléaires pour projeter leur puissance et pour la dissuasion. Mais à mesure que la technologie nucléaire se répand, il devient de plus en plus probable qu'elle soit réellement utilisée, avec des conséquences désastreuses. C'est pourquoi, en 1970, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ou traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a été créé. L'accord soutenu par l'Organisation des Nations Unies visait à empêcher la prolifération des armes nucléaires et, à terme, à parvenir à un désarmement nucléaire complet dans le monde entier. Cela aurait été l'une des plus grandes réalisations de l'humanité tout entière, mais il y a eu des problèmes. L'Inde, Israël, le Pakistan et l'Afrique du Sud n'ont pas adhéré au traité. L'Inde et le Pakistan se méfiaient trop l'un de l'autre, et comme ils ne sont pas vraiment protégés par une autre puissance nucléaire, ils voulaient posséder leurs propres armes nucléaires comme moyen de dissuasion. L'Afrique du Sud était soumise à de lourdes sanctions internationales, l'impostant à l'époque, à cause de l'apartheid, et en tant qu'État paria, elle voulait aussi posséder des armes nucléaires. Pendant ce temps, Israël était en conflit avec pratiquement tout le Moyen-Orient, donc les armes nucléaires étaient très utiles pour eux, afin de protéger leur État contre la destruction. Donc, même avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en place, ces 4 pays ont développé leurs propres armes nucléaires. L'Afrique du Sud a ensuite abandonné ses armes nucléaires dans les années 90, lorsque l'apartheid prenait fin, et elle a rejoint le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Mais le problème des États parias n'était pas terminé. Saddam Hussein en Irak enrichissait également de l'uranium et concevait des armes. Muammar Kadhafi en Libye faisait la même chose, avec beaucoup d'aide du scientifique pakistanais Abdul Qadir Khan. Comme nous le verrons plus tard, il était également impliqué dans les programmes nucléaires nord-coréens et iraniens. En 2003, le président américain George W. Bush a faussement affirmé que l'Irak possédait réellement des armes de destruction massive. Il s'en est servi comme excuse pour envahir. Cela hante encore les États-Unis à ce jour, car c'était soit un énorme échec du renseignement, soit un immense mensonge, et dans les deux cas, cela ne donnait pas une bonne image. La guerre a causé des centaines de milliers de morts, et les gens du monde entier considèrent l'invasion de l'Irak comme une guerre d'agression et une violation du droit international. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous avons besoin de votre aide. Récemment, nos vidéos ont été censurées par l'algorithme. Alors, si vous pouvez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, ça aide vraiment la vidéo sur YouTube. Mais, en 2006, un autre État paria a effectivement développé des armes nucléaires. Et dans ce cas, les États-Unis n'ont pas réussi à intervenir, ce qui a causé de sérieux problèmes par la suite.
Bien sûr, on parle de la Corée du Nord. Maintenant, l'histoire de la façon dont la Corée du Nord a obtenu la bombe est en fait assez intéressante. La Corée du Nord est une nation en guerre avec la Corée du Sud et son allié, l'Amérique, même si c'est une guerre gelée depuis l'armistice de 1953. En préparation d'une possible escalade, la Corée du Nord a lancé une campagne de fortification totale en 1962. Ils ont transformé leur pays en une société hyper militarisée, et les armes nucléaires ont été la dernière et la plus puissante étape qu'ils pouvaient franchir. À ce moment-là, les alliés de la Corée du Nord, l'Union soviétique et la Chine, possédaient déjà l'arme nucléaire. Alors le régime leur a gentiment demandé de l'aide, mais les deux ont refusé. Même les soviétiques et le Parti communiste chinois ne faisaient pas confiance à ce pays, et ils ne voulaient pas voir un voisin imprévisible doté de l'arme nucléaire qui pourrait se retourner contre eux ou provoquer une guerre régionale. En plus de cela, ils craignaient que la Corée du Nord ne vende la technologie à d'autres, provoquant ainsi une prolifération nucléaire incontrôlée à travers le monde. Mais l'Union soviétique ne voulait pas complètement laisser la Corée du Nord de côté, alors elle a aidé avec la technologie nucléaire civile. Les soviétiques ont aidé à construire le premier centre de recherche scientifique nucléaire de la Corée du Nord qui comprenait son premier réacteur de recherche. Ils ont également permis aux scientifiques nord-coréens d'étudier et de se former en Union des républiques socialistes soviétiques. La Corée du Nord a commencé à acquérir de plus en plus de capacités nucléaires, avec un deuxième réacteur de recherche, une usine de traitement de minerais d'uranium et une usine de fabrication de barres de combustible. Plus tard, dans les années 80, ils ont commencé à construire des réacteurs nucléaires à gaz et graphite. Mais la communauté internationale avait un problème avec cela, car cela pouvait être utilisé pour fabriquer du plutonium de qualité militaire. L'Union soviétique commençait à s'inquiéter. Ils ont fait pression sur la Corée du Nord pour qu'elle signe le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ce qu'elle n'avait pas encore fait. Donc, la Corée du Nord a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 1985. Le pays devait également signer l'accord de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans les 18 mois, suivant son adhésion au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Cette organisation devait envoyer des inspecteurs pour vérifier si la Corée du Nord fabriquait ou non des armes nucléaires. Mais la Corée du Nord a retardé la signature de l'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pendant des années. Pendant ce temps, ils sont entrés en contact avec le réseau du marché noir DA, Keukan au Pakistan. Il a aidé la Corée du Nord à obtenir des composants de centrifugeuses et des plans nécessaires à l'enrichissement de l'uranium. Et en échange, la Corée du Nord a fourni à Pakistan la technologie des moteurs de fusée. Mais finalement, la Corée du Nord a dû signer l'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1992. Après la chute de l'Union soviétique, cela l'a mise dans une position de faiblesse. Et il n'a pas fallu longtemps aux inspecteurs pour voir ce qui se passait réellement. Au début de 1993, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait de forts soupçons que la Corée du Nord n'avait pas déclaré toutes ses activités nucléaires. Plus tard, lorsque la Corée du Nord a refusé une inspection spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique a alerté le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En réponse, la Corée du Nord a menacé de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un signal clair qu'elle allait fabriquer des armes nucléaires. Le président américain Bill Clinton a répondu par des sanctions et en menaçant d'une action militaire. Cependant, une intervention militaire aurait pu rallumer la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc cela a été évité, grâce à l'accord cadre de 1994. La Corée du Nord resterait dans le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et elle gèlerait puis démantèlerait finalement son programme de centrales nucléaires. Le pays a obtenu bien plus qu'il n'en fallait en retour. Les États-Unis devaient livrer 500 000 tonnes de pétrole lourd par an à la Corée du Nord pour remplacer cette source d'énergie perdue. La Corée du Nord recevrait également de l'aide pour construire des réacteurs à eau légère, grâce à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne, soutenue par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Ces réacteurs ne sont pas aussi utiles pour les programmes d'armement et sont plus faciles à contrôler, mais ils fournissent de l'énergie à la Corée du Nord. En plus de tout cela, les États-Unis ont promis de ne jamais utiliser d'armes nucléaires contre la Corée du Nord et de normaliser les relations politiques et économiques. Mais au fil des années suivantes, le cadre convenu s'est effondré. En 2002, les États-Unis ont accusé la Corée du Nord d'avoir secrètement enfreint les règles avec un programme secret d'enrichissement d'uranium, bien au-delà des besoins civils. La Corée du Nord a nié cela, mais dans une annonce fracassante, elle a affirmé que la Corée du Nord avait le droit de posséder des armes nucléaires. Et c'est là que tout a commencé à se détériorer. Les États-Unis ont arrêté les livraisons de pétrole à la Corée du Nord, et en 2003, la Corée du Nord s'est retirée du traité de non-prolifération. C'était la première nation à le faire, et les années suivantes ont été tendues. La Chine a organisé des pourparlers à 6 avec la Corée du Nord, les États-Unis, la Corée du Sud, la Russie et le Japon. Rien n'en est sorti. Pendant ce temps, la Corée du Nord continuait de progresser encore et encore, sans que le reste du monde ne fasse quoi que ce soit.
Et le 10 février 2005, la Corée du Nord a annoncé publiquement qu'elle possédait des armes nucléaires et s'est retirée de toutes les discussions. Plus tard, les pourparlers à 6 ont repris et la Corée du Nord a accepté en principe d'abandonner et de démanteler son programme d'armes nucléaires. Mais comme toujours, la Corée du Nord n'a pas vraiment tenu parole. Et le 9 octobre 2006, l'impensable s'est produit. Le régime nord-coréen a effectué son premier essai nucléaire avec une puissance de 1 à 2 kilotonnes. C'est encore assez faible selon les normes nucléaires, mais c'était un point de non-retour. Plus tard cette année-là, la Corée du Nord a testé des missiles balistiques à très courte, moyenne et longue portée, capables de transporter des ogives nucléaires. Cela a entraîné des condamnations unanimes du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, malgré tout cela, chaque nouveau président américain a tenté de conclure un accord avec le régime pour parvenir à la dénucléarisation, mais personne n'a réussi. C'est peut-être le but, car le programme nucléaire est censé donner à la Corée du Nord un moyen de pression. De nos jours, la Corée du Nord possède environ 50 ogives nucléaires et suffisamment de matière fissile pour en fabriquer entre 70 et 90 de plus, selon l'Arms Control Association. Le pays utilise cela pour menacer ses rivaux d'Asie de l'Est, mais aussi les États-Unis. La Corée du Nord a testé des missiles balistiques intercontinentaux, capables d'atteindre n'importe quelle partie du territoire américain, lui donnant ainsi la capacité de mener des frappes nucléaires aux États-Unis. Lors des fréquents défilés militaires de la Corée du Nord, ces missiles balistiques intercontinentaux sont mis en avant, et Kim Jong-un aime poser à côté d'eux comme un chef de la mafia. Maintenant, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, observait tout cela se dérouler en Corée. Pour lui, l'histoire nord-coréenne est un exemple de la manière d'obtenir des armes nucléaires pour dissuader l'Occident. Alors, il a commencé à copier de nombreuses choses que les Nord-Coréens faisaient. Et comme nous allons le voir, il y a de nombreuses similitudes entre les programmes nucléaires des deux nations. Mais commençons par le début. Le programme nucléaire iranien est légèrement plus ancien que celui de la Corée du Nord, si l'on inclut son volet civil. Dans les années 1950, lorsque l'Iran était un allié des États-Unis sous le Shah, les États-Unis ont aidé l'Iran à construire le réacteur de recherche de Téhéran dans le cadre du programme Atoms for Peace. En tant qu'allié des États-Unis, l'Iran a été parmi les premiers à signer le traité de non-prolifération. Dans les années 70, le Shah avait de grands projets pour développer le programme d'énergie nucléaire de l'Iran, et il a signé des accords avec des entreprises françaises et allemandes. En 1975, la centrale nucléaire de Bushehr a commencé sa construction, et le centre de technologie nucléaire d'Ispahan a été créé. Maintenant, ces noms vous semblent peut-être familiers, et c'est parce qu'ils sont au cœur du conflit actuel. Mais la raison pour laquelle le conflit a eu lieu est la révolution islamique de 1979, qui a remplacé le Shah par une dictature islamique. Le programme nucléaire a également changé de main. Au départ, ce n'était pas vraiment une menace. Le guide suprême a émis une fatwa contre les armes nucléaires, en gros une interdiction religieuse. L'Iran n'a pas non plus quitté le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires après la révolution. Donc en apparence, il semblait que l'Iran ne développerait pas d'armes de destruction massive. Cependant, le programme nucléaire civil de l'Iran a rapidement été relancé, avec l'aide de la Russie et de la Chine. Des ingénieurs russes ont aidé à construire la centrale nucléaire de Bushehr, et les Chinois ont aidé à développer des mines d'uranium. De plus, comme il s'est avéré plus tard, les Iraniens ont reçu de l'aide de Haku Khan, le même homme qui avait aidé au programme nucléaire de la Corée du Nord. En 1989, les scientifiques pakistanais ont vendu des plans de centrifugeuses aux Iraniens pour les aider à enrichir de l'uranium. Apparemment, le seul objectif de l'Iran était de produire de l'énergie nucléaire, de faire avancer la médecine nucléaire et de mener des recherches scientifiques. Mais en secret, l'Iran travaillait aussi sur des armes nucléaires. Il construisait une installation d'enrichissement d'uranium à Natanz, au centre de l'Iran, et un réacteur nucléaire à eau lourde près de l'Irak. Il reste une possibilité de déni plausible, car ces installations peuvent être utilisées à des fins civiles. Mais l'uranium peut aussi être enrichi à des niveaux militaires, et utilisé dans une bombe nucléaire. Le réacteur à eau lourde pourrait produire du plutonium, qui pourrait également être utilisé pour des armes nucléaires. Le reste du monde a remarqué ce qui se passait, et cela suscitait beaucoup d'inquiétudes. Et pour vous donner un contexte, cela se passait en même temps que le programme nucléaire nord-coréen causait des problèmes. En 2003, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne sont intervenus et ont signé un accord appelé l'accord de Téhéran. L'Iran a promis de suspendre temporairement l'enrichissement de l'uranium et de permettre de meilleures inspections. Mais après l'accord, l'Iran ne coopérait toujours pas et a simplement continué. Cela semble assez familier, car la Corée du Nord a fait la même chose plusieurs années plus tôt avec le cadre convenu avec la Corée du Nord. En 2005, le conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran ne respectait pas les garanties nucléaires. La communauté internationale a commencé à sanctionner lourdement l'Iran en ciblant ses secteurs nucléaires et balistiques.
Mais l'Iran a continué d'installer de plus en plus de centrifugeuses pour enrichir des quantités toujours plus importantes d'uranium, et en 2009, les dirigeants occidentaux ont révélé des renseignements sur l'usine d'enrichissement de combustible de Fordow, un nouveau site d'enrichissement souterrain. L'Iran n'a pas déclaré cela à l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui constitue une grave violation du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La communauté internationale a répondu par des sanctions encore plus sévères, paralysant l'économie iranienne. Israël et l'Occident ont également assassiné 4 scientifiques nucléaires iraniens à Téhéran pour les ralentir. Mais à ce moment-là, l'enrichissement d'uranium de l'Iran était déjà proche du niveau militaire. Le temps de percer, c'est-à-dire le temps dont l'Iran avait besoin pour produire de l'uranium de qualité militaire, n'était que de quelques mois. En 2013, il y avait un certain espoir lorsque le président américain Barack Obama a négocié un accord avec l'Iran. Il a promis un allègement des sanctions si l'Iran gelait les parties dangereuses de son programme nucléaire. En 2015, le plan d'action global commun a été signé, et les sanctions sur l'énergie, la finance, le transport maritime et le commerce ont été levées. Des milliards d'actifs iraniens ont également été débloqués et remis entre les mains du régime. Mais en 2018, de nouveaux renseignements israéliens ont affirmé que l'Iran ne respectait pas les accords. Donald Trump a cru cela et s'est retiré du Joint Comprehensive Plan of Action. Il a réimposé des sanctions, provoquant une énorme crise économique en Iran, mais l'Iran n'a pas reculé et a continué d'enrichir de l'uranium. Lorsque les États-Unis ont assassiné le commandant de la force Al-Quds iranienne, Qassem Soleimani, le régime a déclaré qu'il n'observerait plus aucune limite du Joint Comprehensive Plan of Action concernant la capacité d'enrichissement de l'uranium, les niveaux ou la taille des stocks. L'Iran a dépassé le seuil d'enrichissement de 60%, ce qui est incroyablement proche des 90% nécessaires pour fabriquer des armes. Et pour être clair, il n'y a aucune utilisation civile pour l'enrichissement de l'uranium à de tels niveaux. Maintenant, si on compare le programme nucléaire de l'Iran à celui de la Corée du Nord, il y a de nombreuses similitudes évidentes. Les deux pays ont commencé avec un programme civil, soutenu par les alliés de la Russie et de la Chine, pour acquérir les connaissances et le savoir-faire. Ensuite, ils ont commencé à franchir les lignes rouges, en construisant secrètement leurs propres installations d'enrichissement, avec l'aide du réseau d'approvisionnement pakistanais. Lorsque la communauté internationale en prend conscience, ils acceptent quelques concessions sur le papier. Mais ensuite, ils violent secrètement ces concessions et tentent de limiter les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Au final, ce n'est qu'un moyen de gagner du temps. Lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique découvre enfin ce qui se passe réellement, une nouvelle phase de diplomatie commence. Mais, petit à petit, l'État paria se rapproche de la fabrication d'une véritable arme nucléaire. Et dans le cas de la Corée du Nord, comme on l'a vu, une fois que vous obtenez l'arme, vous êtes en sécurité. Vous n'avez jamais besoin d'abandonner vos armes nucléaires, et vous ne pouvez pas être attaqué à cause de l'effet dissuasif. En d'autres termes, le régime est libre de faire tout ce qu'il veut. Et c'est exactement ce que l'Iran veut. Cependant, l'Iran n'a pas réussi à aller aussi loin. Contrairement à la Corée du Nord, ils ont effectivement subi des conséquences pour avoir franchi les limites. Les récentes frappes américano-israéliennes ont porté un coup au programme nucléaire iranien, et l'ont peut-être retardé de plusieurs années. L'Iran a toujours redouté cette possibilité d'une intervention, et c'est pourquoi ils ont finalement progressé beaucoup plus lentement vers l'arme nucléaire que la Corée du Nord. Mais la grande différence avec la Corée du Nord, c'est qu'une intervention militaire y était peu probable. Tout d'abord, la Corée du Nord dispose de milliers de pièces d'artillerie tournées vers le sud. La capitale sud-coréenne, Séoul, se trouve à seulement 35 miles de la frontière nord-coréenne, et près de 10 millions de personnes y vivent. Donc, une escalade pourrait facilement se transformer en une énorme catastrophe, et la Corée du Nord savait comment utiliser cela comme une menace, pour empêcher l'intervention des États-Unis. Pendant ce temps, la Corée du Nord a un traité de défense mutuelle avec la Chine. Les États-Unis ne veulent pas risquer une guerre avec la Chine, car cela pourrait devenir très dangereux. Pendant ce temps, la Corée du Nord a été intelligente, et a enterré ses installations nucléaires profondément sous terre. Donc les États-Unis n'auraient pas pu tout détruire en une seule frappe. Pour l'Iran, en revanche, la situation était très différente. Ces installations d'enrichissement étaient honnêtes et souterraines, mais probablement pas assez profondes pour éviter les bombes anti-bunker, du moins pour les sites de Natanz et de Fordow. Fait révélateur, l'Iran faisait appel à l'expertise nord-coréenne pour protéger et dissimuler son projet nucléaire militaire. Cependant, si l'Iran voulait construire une nouvelle base suffisamment profonde pour résister aux attaques, les services de renseignement occidentaux l'apprendraient et interviendraient. Juste avant que les attaques n'aient lieu, les Iraniens construisaient en réalité une seconde base, plus sécurisée, à Natanz, et empêcher cela fut l'une des principales raisons de l'attaque. Une autre grande raison pour laquelle les Iraniens ont été stoppés est leur manque de capacité de dissuasion par rapport à la Corée du Nord. Ou du moins, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'au début, les gens pensaient que l'Iran faisait peur.
la plus grande source de puissance du pays, et son arsenal de missiles et de drones, le plus important du Moyen-Orient, avec des milliers de missiles balistiques. Beaucoup de ces missiles ont des origines nord-coréennes, ce qui montre à quel point ces deux pays coopèrent étroitement. En théorie, cela permettrait à l'Iran de frapper des villes israéliennes, tuant des dizaines, voire des centaines de milliers de civils dans le pire des scénarios. Cela permettrait également de frapper des bases américaines, tuant des soldats américains stationnés au Moyen-Orient. Cependant, Israël a décimé l'arsenal iranien ces derniers jours, et jusqu'à présent, la riposte de l'Iran a été au mieux faible. Cela a donné aux États-Unis la confiance nécessaire pour intervenir et utiliser ces bombes anti-bunkers, afin de bombarder les sites d'enrichissement nucléaire de l'Iran. À l'heure où cette vidéo est réalisée, il n'est pas clair à quel point les sites iraniens ont été touchés exactement. Si la mission a réussi, l'Iran ne pourra pas obtenir l'arme nucléaire de sitôt. Mais si la mission n'a pas complètement anéanti les sites d'enrichissement iraniens, il pourrait y avoir d'autres actions à venir. Espérons simplement que l'Iran n'obtienne pas la bombe nucléaire. Parce que s'ils obtiennent des armes nucléaires, cela pourrait devenir très dangereux. Comparé à l'Iran, Kim Jong-un n'est qu'un homme fusé qui aime faire des menaces. Mais le guide suprême Khamenei dirige un réseau terroriste dans tout le Moyen-Orient, avec des connexions partout dans le monde. Si son régime obtient des armes nucléaires, le monde deviendra beaucoup plus dangereux. Cela obligerait également d'autres pays comme l'Arabie Saoudite et la Turquie à développer leurs propres armes nucléaires. Et vous ne voulez pas que la région la plus instable du monde obtienne les armes les plus létales du monde.